Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc. Ravi de vous accueillir au Florida Poker Tour, le meilleur séjour de poker vacances au monde, avec un public, le public. On est aujourd'hui donc au Florida Poker Tour, on est toujours sponsorisé par les amis du club Circus Paris. On est ici non pas pour parler poker, non, aujourd'hui on va trash talk avec le sport. Mais juste avant, la page promotionnelle de notre partenaire, le club Circus Paris, le meilleur club de poker de Paris. Quand vous nous verrez, vous serez en train d'assister à l'Apo 500 auquel vous pouvez aller participer. On vous fera gagner d'ailleurs un ticket avant la fin de l'émission, donc restez avec nous. Et puis, je vous rappelle qu'il y a un énorme événement qui arrive au club Circus Paris en novembre. C'est du 7 au 13 novembre. Il y a 7 days. C'est le Road to PSPC avec un ticket à $30 000 rajouté. Donc, allez au club Circus Paris. La page promotionnelle est faite. Messieurs, dames, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour nos 4 invités. À tout seigneur, tout honneur, messieurs, dames, c'est une légende du commentaire, du journalisme. 40 ans entre France 2 et France 3. 7 Coupes du Monde, 1600 Roland Garros. Monsieur Michel Drey. Merci. On ne sait pas ce qu'il faut dans le casting, mais on l'aime bien. Lui, il commente pour la FFF. Il est journaliste pour Sud-Ouest. Il suit le FC Pau. Autant vous dire qu'il souffre beaucoup cette année. C'est Monsieur Nico Méral. Ces engueulades sont légendaires. Vous l'avez vu à l'équipe du soir. ATPMP, ancien dirigeant au Girondins de Bordeaux. Il a travaillé au FC Nantes. Messieurs, dames, le spectre, Gilles Favard. Et enfin, parce que parmi nous, il fallait bien quelqu'un qui ait un titre, un vrai. Ancien joueur du LOSC, messieurs, dames. Ancien joueur de Villarreal. Mais surtout, ancien joueur d'Arsenal. Il a été champion d'Angleterre l'année des Invincibles, où ils n'ont pas perdu un seul match. Monsieur Pascal Sigan. Les amis, merci d'avoir accepté l'invitation. Pascal, tu n'avais pas le choix. On va attaquer tous les sujets. Trash Talk Poker by Club Circus Paris en direct du Florida Poker Tour. C'est parti! Premier sujet, les amis. On est à quelques semaines de la Coupe du Monde au Qatar. On en parlera de ça aussi. Mais avant d'être plus global sur la Coupe du Monde, on va parler d'abord de ce qui nous intéresse en premier, c'est-à-dire l'équipe de France. La question est simple, les amis, pour vous. Où en est l'équipe de France à quelques semaines de la Coupe du Monde? J'ai besoin d'un avis neutre, j'ai besoin d'un avis sensible. Gilles, elle en est où l'équipe de France à quelques semaines de la Coupe du Monde? Pour une fois, tu poses une bonne question, parce qu'on n'en sait rien. Donc, merci Gilles. Moi, personnellement, je suis assez inquiet. Il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a des blessés qui comptent. N'Golo Kanté, par exemple. Pogba, on ne sait pas où il en est. Et il y a énormément d'incertitudes avec des jeunes joueurs. Il y a aussi des joueurs qui n'ont pas trop leur niveau, qui n'ont plus le niveau qu'ils avaient en 98, ouais, tu m'étonnes. En 98 surtout. Ouais. De Sailly, Blanc, tout ça, ils sont quand même un peu moins bien que ces derniers temps. Bon, tu penses à qui pour 2018, des joueurs moins bien, je pense à Pavard, à Varane, même Loris. Ça pousse un peu, mais c'est difficile aussi pour un coach de les sortir. Donc je suis très inquiet, effectivement. Ok. Pascal, l'avis du footballeur. Complètement d'accord. Je crois qu'on ne sait pas où on va du tout. Aussi bien au niveau sportif, comme le disait Gilles, mais surtout extra-sportif, avec tous les soucis qu'on a de présidence, etc., tous les ragots qu'on entend chaque semaine, ça annonce rien de rassurant. Je crois qu'un moindre match nul en début de tournoi va tout de suite être comparé à une défaite au sein de l'opinion publique. Je pense que ça va aller vite, en tout cas beaucoup plus vite que si on abordait le tournoi un peu plus serein.
Michel, toi qui en as eu 7 des Coupes du Monde, alors la France, elle est dans quel état cette fois? Alors, je ne vais pas te parler de l'équipe de France, je vais parler des autres équipes. J'ai l'impression, sincèrement, que les autres équipes, Allemagne, peut-être l'Italie, l'Angleterre, sont Brésil. meilleures. Brésil. Italie, sont- Oui, Brésil. bien sûr. L'Italie reste Voilà. à la maison, hein, Ouais. Michel. Oh. Il y a longtemps que t'as pas regardé Italie. la télé t'as ou quoi? raison, Non. t'as raison. Enfin, bref, je vois pas l'équipe de France aller au bout de, que ce soit en demi-finale ou en finale. Vraiment, on a un ou deux très grands joueurs, mais c'est tout. Par rapport aux autres, je pense que les autres bonnes sélections sont bien meilleures. Ok, Nico. Je suis un peu sur la même ligne et c'est quand même fou quand même qu'on soit tous très inquiets alors qu'on a une attaque avec l'un des meilleurs joueurs du monde, les Le deux ballon meilleurs d'or. joueurs du monde quoi. Avec le ballon d'or Karim Benzema et Kylian Mbappé et malgré ça on est inquiet. Je suis un peu d'accord avec Gilles quand il parle d'N'Golo Kanté, je pense que c'est vraiment une absence qui va compter. Paul Pogba, moi je suis moins inquiet parce que je pense que un bon Tchouaméni peut remplacer Paul Pogba. Et puis la défense, moi, c'est ce qui m'inquiète le plus. Bon, donc là pour l'instant il n'y a rien de réjouissant. Le public, levez la main ceux qui pensent que la France peut gagner la Coupe du Monde. Ah, on est plutôt franchouillard quand même. Pouvoir, elle ouais, peut, c'est toutes bien. les équipes peuvent Il y a la gagner. surtout la Coupe des du Monde. inconscients. Après, Ok, donc pense à ceux qui lèvent la main, ceux qui pensent qu'elle va gagner la Coupe du Monde. ceux qui ont misé, ceux qui vont miser, ceux qui vont miser. Ceux qui ont mis de l'argent sur ceux- PMU Poker par exemple. Ceux- Politique, par Plus Ils exemple. ont mis leur 100 PL, euros. leur PEL. Ils ont mis leur PEL. Ils ont mis leur PEL. Bon alors justement, tu as commencé, Michel, à parler Oui. des autres équipes. Alors, j'ai un ami que je ne nommerai pas ici, qui m'a dit il y a quelques semaines, Loïc, le Brésil a une cote à 6, mais ton PEL, c'est sûr, c'est eux qui gagnent. Alors, quels sont vos favoris pour cette Coupe du Monde? Gilles, par exemple. Bah, le Brésil, hein, puisque c'est moi qui te l'ai dit. Donc je vais pas changer d'avis. Je trouve qu'ils ont vraiment un effectif très homogène. Ils ont quasiment 2 équipes complètes. Ils sont tous leurs postes sont doublés voire triplés quelquefois. De A à Z, ils ont l'air très performants. Neymar, il sait pratiquement que c'est sa dernière chance. Là, il a l'air d'être un peu dans le coup, justement pour la Coupe du Monde. Je pense qu'il veut absolument la gagner. C'est le seul titre qu'il n'a pas. Je vois difficilement une équipe les chatouiller à cette Coupe du Monde. Ok, Pascal. Pareil, ils sont sur une série d'invincibilité, je crois, de 13 ou 14 matchs à peu près. C'est assez impressionnant. Maintenant, je vois bien la Belgique aussi venir faire Tu un... vois la Belgique, toi? Ouais, je vois bien la Belgique, moi. Parce que tout le monde me dit qu'ils sont à la ramasse depuis quelques... Ouais, à la ramasse, mais on a failli être à la ramasse contre eux aussi lors du dernier Ouais, tournoi. Et je pense qu'ils sont en train d'apprendre. De Bruyne est toujours à son niveau. Emmené par un Courtois qui est aussi récompensé récemment. Il y a une solidité et une certaine osmose entre les lignes qui est forte. Ce que peut-être Tu veux on dire que c'est enfin leur année? Je pense que si c'est pas maintenant, ce sera plus jamais. Alors voilà, et je pense qu'ils le savent. Gilles? Non, mais c'est sûr qu'ils ont une équipe très compétitive et tout, mais le problème des Belges, c'est qu'ils mangent beaucoup de frites et à chaque fois qu'ils arrivent dans la compétition, ils partent en sucette. Donc je pense qu'ils ont effectivement les joueurs qu'il faut, comme l'a dit, je vais être sérieux 2 minutes, comme l'a dit Pascal, mais je pense qu'il leur manque toujours un truc et que dans le dernier carré, ils n'ont pas les joueurs qui les amènent. De Bruyne, c'est pas un vecteur c'est un accompagnateur, je dirais. C'est pas un dynamiteur. Ouais, ils n'ont pas à l'ande devant, quoi. Et ils ont pas, voilà, non, il leur manque un truc et je pense qu'il va leur manquer un truc. Maintenant, dans le dernier carré, c'est une évidence. Michel? Alors moi, c'est très simple. Brésil, Argentine, Allemagne et une surprise. Il y aura, je pense, une petite équipe style Donc, Danemark. tu vois même pas la France en demi, toi? Non. Ah ouais, t'es très optimiste, Michel, cette Ouais, année. non, Michel, il aime ouais. bien le Qatar aussi. je pense que ça va être oui. une surprise. Ah oui. Il joue chez Voilà, eux. et tout, je il pense voit que très les compétitifs. Brésiliens vont dominer cette Coupe du Monde, bien sûr. Ok, Nico? L'OM, tu peux pas citer l'OM. Non. Ça marche pas. l'OM, surtout pas moi. Ouais, le Brésil loin devant. Pau non plus. Après, il va falloir toujours se méfier des Anglais, même si j'aime pas comment ils jouent. Ah non, Gilles, il te dira, les Anglais, c'est une équipe de patates. Oui, mais j'aime pas comment ils jouent, mais enfin, ils peuvent être là. Ils peuvent surprendre. Ouais. L'Allemagne, ils sont toujours là. C'est ça, c'est le Qui problème jouent avec bien les ou qui Allemands, jouent mal, ils hein. sont toujours là, les Ouais, Allemands. c'est ça. Voilà. Mais le Brésil est largement devant. Personne parle de l'Espagne. Quand ils arrêteront de se faire des passes sans avancer, Ouais, mais si à un moment donné
Voilà, il joue avec un vrai attaquant, compagnie, mais leur tiki-taka, ça va 5 minutes, quoi. Enfin, Je peux vous dire que je vois quelqu'un dans le public qui a mal quand on parle pas de l'Espagne. Qui? Hein, Steve, pour ne pas le citer. Il souffre, là-bas au fond. Il souffre? Il souffre. Il a mal à son football. Mais il est malentendant, Steve. Il est malentendant, Oh, ouais. voilà. Il est mal footballistiquement. Ok, la grosse déception, hormis la France, si on doit en citer une, que vous voyez. L'équipe déjà qui va l'Italie bien parce qu'ils merder. y sont pas. Ouais. Ah, mais Dommage. l'Italie, ils y sont de moins en moins. en même temps. Ouais. Du coup, ça compte pas. Gilles, une grosse Grosse déception. Moi, je dirais l'Angleterre parce que ça fait depuis 66 qu'on les annonce et ils sont toujours aux abonnés absents. Et donc, bah oui. Ah, ils étaient en finale la dernière fois. En finale de quoi? Du Coupe, Grand Prix des d'Europe. tout petits. De l'Euro. Les Coupes du Monde, on les voit pas. J'y crois pas, moi, franchement, j'y crois pas. Maintenant, comme l'a dit Pascal, je vais dans le dernier carré, Argentine, Brésil, Belgique, naturellement, et jouer l'Espagne. Voilà ce que je vois, parce que les Allemands, je les sens moins bien aussi en ce moment. Michel, J'ai pas l'impression que les Espagnols iront au bout. Voilà. Toi, Pour moi, c'est déception grosse déception. Oui. ok. Il n'y a personne qui cite la France dans le dernier carré. Moi, je les vois quand même dans le dernier carré. Ah, merci, il y en a un quand même. Ah ouais, enfin. Mais ouais, a voilà. une attaque, Brésil, les mecs, quand Argentine, France et. Allemagne. Ok, et toi, les quatre? Les 4, Allemagne, Brésil, Belgique, et puis je sais pas trop, je réfléchis. Alors pas l'Espagne parce que pour moi ce sera la déception. Ouais. Aucune idée, je sais pas. La Corée du Ouais, Sud. moi je vois bien l'Angleterre. L'Angleterre, ouais, c'est l'Angleterre. Alors pas pour gagner, hein, mais pour être au moins dans le dernier carré. Michel, Oui. je sais que tu voulais dire peut-être un petit mot. La Coupe du Monde au Qatar, c'était une bonne idée. Écoute, si tu poses la question aux joueurs professionnels, ils vont te dire c'est non. notre métier, on a envie de faire plaisir, de faire du bonheur aux gens, bien sûr. Mais la FIFA est très grosse responsable de la désignation de la Coupe du Monde au Du Qatar. dessous de table, tu veux Bien dire. sûr, c'est pas normal. Sur le plan politique, c'est grave. 6 000 morts pour la construction des stades, c'est impossible d'accepter ce genre de choses. Moi, alors, j'ai écouté un bon comédien, Vincent Lindon, qui a dit « Je ne vais peut-être pas regarder les matchs de la Coupe du Monde au Qatar. » Mais je suis dans la même réflexion, alors que j'en ai commenté 7. Bien, on a fait la Coupe du Monde. On passe au second sujet. Second sujet, les amis, on est à la 10e journée de Ligue 1. Et comme dirait Gilles, on a quand même réussi à virer 5 entraîneurs. Face à ce constat, face au fait que toi, tu as été entraîneur aussi, alors pas encore aussi, mais tu m'expliquais que tu as fait pas mal pour les jeunes et les joueurs en progression, on va dire ça comme ça. Les jeunes, ouais, en formation, formation. préformation Donc, et formation. 5 entraîneurs virés en 10 journées de Ligue 1. Est-ce que c'est ridicule? Pascal, c'est toi qui ouvre le bal. Ridicule, oui, non. On voit pas ça en Angleterre, on voit pas ça en Espagne, dans les pays de football. Pourquoi on voit ça en France? On laisse tellement de responsabilités ou de largesse aux joueurs que ils peuvent avoir leur avis dans le choix dans le choix de garder un entraîneur ou de pas le garder. C'est-à-dire que à aucun moment un président de Première Ligue, par exemple, va voir dans le vestiaire pour dire s'il y a toujours une cohésion, une osmose entre l'entraîneur et le vestiaire. On décide par rapport aux résultats en Angleterre ou en Espagne, on décide par rapport à des facteurs sur le terrain, pas sur ce qui se passe dans le vestiaire, pas ce qui se passe en soirée, etc., hors football. Donc on en est là parce qu'on a laissé des libertés aux joueurs. Nico? Il y a un critère qui est très important, c'est qu'il y a 4 descentes. Que tu peux pas te permettre de prendre trop de retard trop vite. Et que le seul levier qu'a un président pour essayer de secouer le cocotier, c'est de faire sauter l'entraîneur parce qu'il ne peut pas faire sauter 15 joueurs. Mais c'est pas un gage de C'est réussite. absolument pour pas autant un à gage de 100%. réussite. Après, tu disais qu'ils le faisaient pas en Angleterre, ils l'ont fait avec Tuchel parce qu'il était un petit peu en retard sur ses objectifs. C'est un peu plus pas ça. politique. Mais ils étaient c'est C'est un 6e. peu plus C'est pas ça politique. du tout, Voilà, exactement. c'est plus C'est un peu politique, plus mais ça, politique. voilà,
L'entraîneur, malheureusement, il est devenu un fusible. Mais il y a quand même pas mal de clubs qui ont réussi à relever la tête en faisant confiance au travail du mec. Moi, j'ai un exemple puisque je suis au quotidien le Pau FC. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont regardé son entraîneur en janvier avec 14 points au bout de 20 journées. Ils ont continué avec Didier Tolo parce qu'ils savaient que le travail allait payer. Et ils se sont maintenus et il est encore à la tête de l'équipe. Il continue à faire du bon travail. Donc, c'est pas toujours la meilleure solution, mais malheureusement, entre le nerf du problème, l'oseille, les objectifs de plus en plus élevés et le nombre de descentes plus important cette année, c'est souvent comme ça. Gilles, Oui. 5 entraîneurs virés en 10 journées, toi, à ton avis? Bah, à mon avis, c'est effectivement 25% des entraîneurs virés au bout de la 10e journée. Ça s'est jamais vu. Effectivement, comme l'a dit Fred, il y a 4 descentes, mais ceci n'explique pas cela. Les présidents en France sont très interventionnistes, donc ce qui crée énormément de décalage et de problèmes entre les joueurs, entre les staffs techniques et entre les directions. Maintenant, il y a une chose qu'il faut voir, c'est que les effectifs où il y a des chevaux de bois, vous n'en ferez pas des chevaux de course. Vous pouvez changer d'entraîneur, vous pouvez mettre Guardiola, qui vous voulez, ils vont pas être plus forts que ce qu'ils ne sont. Donc après, il faut connaître les effectifs, il faut regarder ce qui se passe. Donc il donnait un exemple sur Pau. Je vais un peu le contrecarrer, mais il n'y a rien de méchant dans ce que je vais lui dire. À Pau, ils ont un budget de 7,5 millions. Quand un entraîneur, il faut savoir que les entraîneurs ont des contrats de 24 mois. Quand vous en virez un, il faut le payer. 99 fois sur 100, les clubs perdent, ils payent leur entraîneur. C'est beaucoup d'argent. Il y a des clubs qui n'ont pas les moyens de virer leur entraîneur, surtout en Ligue 2. Donc ils sont obligés de subir. Là, ça a bien marché. Ça peut mal marcher, mais ce n'est pas la solution idéale de systématiquement virer un entraîneur. Et c'est pas fini parce que je pense qu'à Angers, là, ça va changer. Il y a Angers qui est sur la sellette, il y a Camboiré à Rennes qui est sur la sellette, Nantes qui est sur la sellette. S'il avait perdu contre Brest, ça aurait été chaud. Donc, je pense que ça va continuer. Je pense que les 10 derniers clubs, avec ces 4 descentes, les présidents paniquent tout de suite. Parce que qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient qu'à la fin de l'année, s'ils descendent, il faut qu'ils fassent un chèque. Voilà. Je pense que les entraîneurs sont très conscients du problème. Ils gagnent, ils restent, ils perdent, ils dégagent. Parce que les présidents, comme l'a dit Gilles, sont interventionnistes. Ils veulent, sur le plan économique, s'en sortir. Donc voilà, faut faire des résultats. Sinon, au suivant. On parle d'actualité. J'ai une très bonne question dans le public tout à l'heure qui s'est mélangée à ma question à moi hier soir, au moment où on tourne. C'est monsieur Karim Benzema qui a été Ballon d'Or. Alors, quelle place au talent et quelle place aussi... on va dire au milieu, c'est-à-dire les publicitaires derrière, la pression médiatique, tout ça. Comment vous jugez ce Ballon d'Or, les amis? Nico? Moi, Karim Benzema, c'est le genre de joueur qui me ferait payer une place de match pour aller le voir. Je trouve qu'il est beau à voir jouer, il sait tout faire. Moi, j'adore et ce Ballon d'Or, il est ultra mérité parce qu'il a porté le Real Madrid, qui est l'un des plus grands clubs du monde, si ce n'est le plus grand club du monde. Il a porté le Real Madrid l'an dernier jusqu'à la victoire en Ligue des Champions. Pour moi, il n'y avait absolument pas de débat pour le Ballon d'Or cette année. Pascal? Moi, il y a 3 ans, quand Benzema est associé à Ronaldo pour le servir, pour lui faire marquer des buts, à aucun moment j'aurais pu penser que ce type de joueur, à ce niveau-là, pouvait un jour être dans les 3 derniers pour être Ballon d'Or. Cristiano s'en va, je me dis où va le Real, où va aller Benzema en restant dans cette équipe et à lui tout seul, parce que quasiment c'est à lui tout seul. Déjà l'année dernière, il a réussi à porter. C'est un peu le même exemple que j'ai connu moi avec Cesc Fabregas à Arsenal quand il a remplacé Patrick Vieira. C'est-à-dire que il n'y avait qu'Arsène qui avait pu miser sur Cesc et puis il a réussi à faire aussi bien alors que Patrick Vieira avait Bergkamp, Henry, Trezeguet, Wiltord, etc. autour de lui, Canou, que des top joueurs. Cesc avait des joueurs en devenir, plus jeunes mais beaucoup moins expérimentés. Et voilà. Et donc Benzema, c'est l'année dernière débute en quart de finale, débute en demi-finale, débute en finale de Ligue des Champions. Et pas contre Plissen ou contre le CEA Bucarest, c'est constamment contre des grosses écuries
qu'on attendait probablement en Pas finale. contre Marseille en Ligue des Champions, quoi. Tout par à fait, exemple. Ouais, exactement. bien sûr, Donc bien sûr. je crois que ça y est, on a perdu 50%. Je crois qu'on a perdu on a 50% du public là avec cette vanne. Donc voilà, c'est largement mérité, mais je comprends pas en plus qu'on ait fait un débat ou un vote parce que qui d'autre que Benzema cette année? Très bien. Le public qui voit Marseille en 8e de finale de Ligue des Champions, s'il vous plaît. Levez la main juste pour voir. Et maintenant, Ah ouais, il y a des et gens maintenant, quand qui même qui sont miserait réalistes. sur- Ok. On continue. Benzema entre le packaging promotionnel et la vérité du sport. non, la vérité du sport est absolue. Comme l'a dit Pascal, c'est l'épanouissement complet depuis le départ de CR7. C'est un épanouissement complet de ce joueur. Il mérite amplement ce ballon d'or. Il faut aussi que les gens connaissent comment le ballon d'or est délivré. C'est un journaliste par pays, c'est-à-dire qu'il y en a 176. Tous les pays ont qu'une voix, c'est-à-dire que la France, l'Allemagne, l'Espagne, les terres de footballeurs, l'Italie, ont la même voix que les tout petits pays d'Asie, de droite et de gauche. C'est pour ça que quelquefois, comme l'année dernière, Messi l'a eu, parce que toute l'Asie avait voté Messi, mais il faut voir les matchs pour truc. Là, il a fait vraiment l'unanimité. Je vois pas, il y a longtemps que j'ai pas vu un ballon d'or faire autant l'unanimité que Karim Benzema cette année. Je pense que c'est amplement mérité, et c'est surtout, moi je trouve que c'est l'épanouissement d'un joueur merveilleux, qui, après le départ de Cristiano Ronaldo, a montré l'étendue de son talent. Michel, pour Ben, conclure. on est d'accord tous les quatre. Évidemment, il s'est libéré quand Ronaldo est parti. Et puis, j'ai même le sentiment qu'il a fait des progrès sur le plan technique. Il était au début très bavard et assez maladroit au niveau de la communication. Mais sur le terrain, il s'est exprimé comme il le fallait et il a complètement mérité son titre. Très bien, les amis. On passe au dernier débat en ce qui concerne la partie foot. Le problème Kylian Mbappé qui continue un peu tout le temps. Votre avis sur la énième affaire de Kylian Mbappé et comment ça va finir? Pascal, tu as joué avec les plus grands. Alors, l'affaire Kylian Mbappé en continu, t'en penses quoi, toi? J'en pense pas grand-chose de positif, forcément. C'est négatif pour lui personnellement, c'est négatif pour le PSG, c'est négatif pour la France, pour la Coupe du Monde. Il a eu des exemples avant lui, Cristiano, qui a été un des meilleurs joueurs du monde. Il a eu Messi derrière, avant lui, qui a été un des meilleurs joueurs du monde. À aucun moment, ces deux monstres... T'as joué face à Messi, toi ou... Tout à fait, tout à fait. Bon, T'as défendu face à Messi, 23 toi minutes, je crois. 23 minutes. mémoire. Ouais. C'est comme avec mon ex. 13 minutes Ouais. de jeu, premier carton jaune. Je pense prendre le ballon, je pense en genou. 28e, je crois, un truc comme ça. Deuxième carton jaune. Je pense prendre son. Ah, t'as pris un rouge? Ouais, j'ai pris 2 jaunes, donc un rouge, ouais. T'as essayé de le casser 2 fois? Non, j'ai essayé de prendre la balle, mais 2 fois il l'a déplacé avant mon pied. Donc, Très bien, ça peut arriver. Nico, toi, tu n'as pas joué avec Messi? Non. bientôt. J'ai arrêté avant. Bah si, il y a 2 jours, il y a 2 jours, C'est vrai, t'es c'est contre lui. Il y a tellement à dire et alors ce sont des rumeurs. J'ai vu que à la sortie du Classico, il avait démenti, mais en même temps, je le vois mal se pointer au micro à la sortie du Classico et dire ouais, c'est vrai, je vais me barrer en janvier. Donc il n'avait pas le choix. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je sais pas. Est-ce qu'on parle de promesses non tenues? Est-ce qu'on parle il aurait préféré que Neymar se barre? Est-ce qu'on parle de ce rôle d'avant-centre qui ne lui plairait plus? Parce qu'il faut pas oublier quand même qu'il y a 2 ans, c'est lui qui a demandé à jouer avant-centre. On n'a pas prolongé le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani, pour lui laisser la place. Et Cavani, il a même ciré le banc toute sa dernière année de contrat parce que Kylian Mbappé voulait jouer avant-centre et maintenant, a priori, il veut plus jouer avant-centre. Je sais pas, Kylian Mbappé, c'est quelqu'un d'adoré en France, mais j'ai envie de te dire presque que c'était quelqu'un d'adoré parce que plus ça va et plus on parle avec les gens et plus il gonfle tout le monde, quoi. Alors que clairement, on a un talent générationnel qui est là. Et Kylian, si tu m'entends, joue au foot, quoi. Point, quoi. Kylian, si tu m'entends, donne-moi des thunes. Justement, il est là, il arrive. Alors, vas-y. Gilles, Kylian. Ouais, je vais dire comme tout le monde. Moi, c'était un joueur que j'ai adoré quand je l'ai connu. Il avait 17 ans. Je l'ai vu un peu éclore à Monaco. Je me suis dit qu'on a un grand talent. Il a été beaucoup plus vite que ce que je pensais. Maintenant, je pense qu'il est arrivé dans la case capricieux et dans la
la case Capricieux, il commence à être champion du monde. Donc là, c'est très agaçant. Et justement, quand on parlait de l'équipe de France, je pense qu'en équipe de France, il n'y a pas 2-3 mecs pour le recadrer, pour lui dire, voilà, Pascal connaît ça dans un vestiaire. Il y a toujours 2-3 mecs, et c'est souvent pas les meilleurs joueurs, qui disent, voilà, tu nous gazes, tu nous gonfles bien les bonbons, tu vas écouter ce qu'on te dit et tu vas arrêter de nous faire chier. Et il n'y a pas ça. Donc, je pense qu'il fait absolument ce qu'il veut. Je pense que c'est assez défavorable pour l'équipe de France. Pour le Paris Saint-Germain, j'en parle pas parce que c'est l'auberge espagnole, mais c'est comme ça. Voilà, et il va falloir faire avec. Et je pense qu'on va avoir des années un peu compliquées. Bon, Michel, toi, t'as vu Platini, t'as vu Zidane, t'as vu tous ces talents-là. Alors, le nouveau talent et ce nouveau Mozart, t'en penses quoi, toi? Non, il est exceptionnel, mais malheureusement, au début, il était populaire, tout le monde l'adorait, et puis mauvaise communication ces derniers temps, c'est un petit peu dommage. Ça peut l'handicaper dans sa façon de jouer. C'est pas impossible. Messieurs, j'ai le plaisir de vous avoir, donc j'ai le plaisir aussi de pouvoir vous poser des questions plus intimes, des anecdotes. Alors, je pourrais faire parler Gilles en premier, le problème c'est que ça va durer 1 heure, donc on va le faire parler en deuxième. J'ai un ami à moi, un proche de moi, qui s'appelle Monsieur S. Dolon, qui m'a dit que apparemment, tu avais une histoire, Pascal, à nous raconter avec Monsieur Riquelme. Entraînement peut-être. Peut-être, je ne sais pas, si tu veux préciser qui était Riquelme, dans quel club tu étais, est-ce que tu as essayé de l'assassiner. Bref, je te laisse nous parler de cette anecdote. Quand je quitte Arsenal pour signer Villarreal, j'arrive un matin. Déjà, la phrase, elle est folle. Quand je quitte Arsenal pour partir à Villarreal. Tu vois, c'est déjà... Ça c'est fou. C'est beau. Ah bon? Donc j'arrive dans le bureau du président délégué avec mon agent pour signer le papier, le contrat bon, Pellegrini est là, il dit pas un mot, il me regarde, il me fixe pendant au moins une demi-heure, le temps de signer le contrat, et puis Pellegrini, l'entraîneur chilien. Mais pourquoi? Parce qu'il n'était pas au courant que t'arrivais ou quoi? Si, il était au courant. Bah, si, ouais, j'espère qu'il était au courant. Mais bon, il a un regard assez impressionnant. Et quand il bouge pas un seul sourcil et puis qu'il te regarde et qu'il te fixe, tu te dis merde, qu'est-ce qui va pas? Donc bon, peu importe. On me dit va dans le vestiaire, on va te présenter aux joueurs, file un maillot d'entraînement et puis prépare-toi, tu vas assister à ton premier entraînement. J'arrive sur le terrain, petite opposition en fin de match, et puis d'un coup le ballon arrive entre Riquelme et moi. Je le découpe en deux. Bon, pour ceux qui connaissent pas trop Riquelme, en Argentine, aux yeux de beaucoup d'Argentins, après Maradona, c'est Riquelme. Surtout les fans de Boca Juniors. Et quand tu dis tu le découpes en deux, c'est-à-dire on part sur une volonté de base? Non, je suis dans. Moi, je connais personne. Intimement, je connais personne à part Robert Pires à l'époque. Ouais. Sinon, je connais personne. Donc, je dois impressionner un entraîneur qui me connaît pas, qui m'a fixé pendant une demi-heure à se demander qui j'étais probablement. Donc, je me dis. On y va. Voilà, Riquelme, un autre, Jean-Pierre Truffon. Rien à foutre. Voilà, c'est le ballon d'abord, c'est moi d'abord, gagner le duel et. Donc je prends le ballon s'en va à 3 mètres. Par contre, Riquelme fait 3 mètres aussi. Ouais. Fait 3 mètres, tombe. Et là, je vois un peu tout le monde catastrophé. Et j'ai appris après dans le vestiaire que j'ai failli faire le plus court transfert du siècle, c'est-à-dire signer mon contrat. Je crois que si Riquelme ne se relève pas, je ne suis plus là. Je ne suis plus à Villarreal. Ouais. Gilles, tu as travaillé 10 ans avec Claude Bèze au Girondins de Bordeaux, à la très grande époque des Girondins de Bordeaux. L'époque. La véritable... Non, il y a eu du Gourcuff quand même. Il y a eu une petite Ouais, parenthèse on va pas confondre coco Ouais. et abricot quand même. Coco et abricot, On va d'accord. rester tranquille. Bon, Gilles, le truc, c'est que je connais 150 anecdotes et tu m'en as pas raconté 10%, mais il y a 148 de parents comptables. Donc, qu'est-ce que tu peux nous raconter de... J'ai bien l'histoire du bateau, mais je suis pas sûr que tu puisses la raconter. Bon, je peux la raconter, l'histoire du bateau. Donc, Ouais, je pense qu'on peut applaudir, elle est folle cette anecdote. Je suis pas très fier, mais voilà. Je le referai pas maintenant. On rappelle à la justice qui nous regarde qu'il y a prescription.
Bon, Michel, tu m'as raconté une anecdote hier. Je sais pas si ce que tu peux. Mais je te laisse choisir parmi toutes celles que tu connais l'anecdote qui te plairait de nous raconter. Non, anecdote ou souvenir. Souvenir, bien sûr, les deux me vont. J'ai commenté la Coupe du Monde en 1970. Et en 2020, il y a un journaliste de France Football qui m'appelle en me disant Monsieur Drey, vous pouvez me raconter cette Coupe du Monde 70 ? Je dis mais ça fait 50 ans. Parce que, précision, Michel, oui, quand tu vas oui, commenter la Coupe du Monde 70, vous êtes combien de journalistes en France à y être ? On est 2 journalistes, Michel Drucker et Michel Drey, et un responsable technique. T'as Michel Drucker avec toi qui commente avec toi ? Il y a Pierre Loctin qui était responsable de la technique, et on commentait... Est-ce que Michel Drucker est un vampire, Michel ? C'est juste pour nous, pour savoir, en fait. La vie privée, j'en parle pas. Je vois que tu réponds pas, il doit y avoir des trucs. Je te dis simplement qu'on était seuls, chacun commentait un match. Je l'ai appelé d'ailleurs je dis rappelle-moi un peu quelques souvenirs, comment on allait à Guadalajara, à Léon, à Puebla, est-ce qu'on allait en avion, je m'en souvenais plus. Les villes étaient assez proches. Et il a commenté la demi-finale de Italie-Allemagne, et moi j'ai commenté Brésil-Uruguay, où j'ai vu des gestes de Pelé pour la première fois. La fameuse feinte de Pelé par rapport à Mazurkiewicz, le gardien de l'Uruguay, et puis une reprise du milieu de terrain pour tenter de battre le gardien. C'était fabuleux. Et puis aussi le 4e but de l'arrière droit du Brésil, sans lever la tête, il donne le ballon à droite, il marque, etc. Voilà, souvenir extraordinaire. Et puis après, avec Drucker, on a pris quelques vacances. On est allé à Acapulco, on est allé on connaissait pas les États-Unis. On a pris 15 jours de vacances. On va voir Los Angeles, San Francisco. On passe... T'appelles une amie ? Ouais. Non. Drucker appelle une amie. Ah me dit, il me dit, Drucker appelle une amie. Il n'a pas eu de remords à balancer. Il m'a dit, je vais appeler Lynn Renault. Ah, mais moi j'adore ça. Elle nous accueille à Las Vegas avec nos billets d'avion. On avait la possibilité de s'arrêter et de passer quelques jours. Et Lynn Renault nous invite dans le grand hôtel de l'époque, c'était les Dunes. Lynn Renault est là, l'avion à notre disposition. On a passé 15 jours fabuleux. J'ai pu voir les stars de l'époque, Andy Williams, Trini Lopez, Fats Domino. Je ne sais pas si vous connaissez. C'était des chanteurs extraordinaires. Enfin, et avec Drucker, on a eu des petites aventures, bien sûr. Mais à peine. Ça m'a permis d'aller plus loin que cette anecdote. Ouais. Bien, le public qui est là, qui veut poser une question à nos invités ? Est-ce que l'un d'entre vous a une question ou pas ? Profitez-en, il n'y a pas de mauvaise question. Vas-y, dis-moi. Le Portugal, ne voyez pas Alors, question du public. Mais très juste. Le Portugal. On est passé à côté, vous avez tout à fait raison, ils ont une équipe très compétitive. Alors, je reprends la question du public. Le Portugal, pour la Coupe du Monde, oui, non ? Non, oui. Non, mais c'est très bien. De ma part, c'est un oubli. Ouais. Et je le regrette. C'est vrai que le Portugal a une équipe très, très costaud. Très bien. Michel, le Portugal ? Oui, pas impossible, mais enfin avec un Ronaldo qui est moins Ronaldo sur le banc. Bah oui, voilà. Donc, c'est exactement ce que moyen. j'allais dire. S'ils partent du principe qu'ils vont gagner la Coupe du Monde avec Cristiano Ronaldo en 9, c'est impossible. Donc s'ils jouent sans Ronaldo, ils ont effectivement une très très belle équipe. Pascal ? Avec Portugal. ou sans Cristiano, je les vois pas. C'est pas la même ? Non, dans les deux cas, pour toi, c'est mort ? Ouais, c'est pas assez solide par rapport à d'autres nations comme les Allemands, le Brésilien ou autres Belges. Ok. Une autre question dans le public ? Monsieur, là-bas ? Bien sûr. Autre question du public. L'arbitrage français est-il vraiment au niveau quand on voit les nombreux cartons rouges et les problèmes d'arbitrage qu'il y a en ce moment avec, par exemple, Monsieur Turpin, pour ne pas le nommer, dans ce match PSG-Marseille, par exemple, où une main n'a pas été sifflée, alors que, clairement, si vous venez de la Canebière, c'est sûr qu'il y a le pénalty. Vos avis sur la question de l'arbitrage, les amis, en ce moment ? Est-ce que l'arbitrage français est à la ramasse ? Pour moi, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et
Ce qui me chiffonne le plus, moi, dans l'arbitrage français, c'est que les arbitres, ils donnent l'image de personnes complètement... Ils sont imbus de leur personne. Et je pense que ça, c'est dans les trucs qu'on leur dit de faire, en fait. On dirait presque plus des CRS que des arbitres. Tu peux pas leur parler. On a quelqu'un qui est le mieux placé que quiconque pour répondre, puisqu'il a joué en Angleterre, en France et en Espagne. Donc, la comparaison, elle est faite tout de suite. Il doit avoir un avis très tranché sur la question, Alors, Pascal, avoir le différentiel qu'il y a en Espagne, en France ou en Pascal, Angleterre. quand tu découpais quelqu'un avec le LOSC, quelqu'un avec Villarreal ou quelqu'un avec Arsenal, c'était quoi l'ambiance? Alors déjà, le football anglais est un football différent, donc où le kick and rush, où le fighting spirit et où les duels sont choses qu'on apprécie énormément en Angleterre. Donc même en Espagne, pourtant patient de football, l'arbitrage est plus similaire à l'arbitrage français. Maintenant, effectivement, comme disait Nico, quand on approche un arbitre français, il est déjà en train de vous dire si tu avances encore d'un mètre, sous-entendu, je te sors le carton. Ils ont une opportunité, je pense, importante, c'est que la VAR est là. La VAR est là pour les aider. Et le temps que la VAR se décide, il se passe au moins 3 minutes. Hein, on l'a tous constaté. Le temps qu'ils se mettent d'accord en quart régie pour dire il y a péno, il y a main, il n'y a pas main. Pourquoi l'arbitre à ce moment-là n'explique pas en discutant aux joueurs incriminés de la faute, écoute, moi j'estime qu'il y a faute, je ne sais pas ce que va décider la VAR, mais et ce dialogue, j'étais capitaine au LOSC, donc j'avais ce dialogue-là à l'époque avec les arbitres. Certains on ne pouvait pas, Gilles Vessière par exemple, quel que soit le joueur, Zidane n'aurait pas pu l'approcher, il dégainait tout de suite, mais les autres, on avait la possibilité de discuter avec eux, et puis peut-être se les mettre dans la poche pour une éventuelle faute à venir où on n'aurait pas été réprimandé, mais j'ai l'impression que maintenant, comme disait encore Nico, ils ont des consignes, c'est-à-dire que, alors effectivement, voir 5 joueurs lever les bras au ciel devant tout le monde, devant 40 000 personnes dans le stade, pour venir invectiver l'arbitre, ça ne doit pas être agréable. Mais je pense qu'il y a un autre moyen pour ceux-là de se préserver de ça, et puis de faire en sorte qu'il n'y ait pas cet attroupement à chaque fois. Michel, sur l'arbitrage? Arbitrage français très moyen. Ouais. Et je pense que les joueurs sont un petit peu responsables. En Angleterre, il n'y a aucun problème. En France, ils sont autour de l'arbitre. Et évidemment. Je sens que Pascal n'est pas d'accord. Non, alors, j'imagine. Moi j'ai une petite anecdote, hein, même si c'est pas une anecdote. J'ai connu T'as l'époque. coulé un bateau? Non, pas encore. J'ai connu l'époque des John Terry, Gerrard à Liverpool, Rooney à Manchester. Et ces joueurs-là faisaient l'arbitrage. Chaque match faisait l'arbitrage. Donc, Toi, tu dis à Christian Gerrard, c'est lui qui décidait s'il y avait faute ou pas? Pourrissait l'arbitre, et l'arbitre avait pas cette confiance ou cette arrogance qu'ont les arbitres français en disant je te mets un rouge et tu dégages, parce qu'on fait pas ça à Terry en Angleterre, on fait pas ça à Gerrard ou on fait pas ça à Lampard. Oui, mais est-ce que ça existe maintenant? Maintenant, il n'y a plus ces gros joueurs, il y a plus ces gros joueurs charismatiques anglais, parce que bien évidemment, il faut qu'ils soient de préférence anglais, puisque les tabloïds en Angleterre sont une importance. Et le lendemain, l'arbitre finit pas la semaine si il s'est permis de balancer un carton rouge ou de siffler un penalty, alors que Gerrard avait fait une faute ou Terry. Mais bon, c'est un équilibre à avoir. Autant ça ne devrait pas se passer comme ça en Angleterre, même si c'était il y a 15 ans ou 20 ans. Autant en France, ça ne doit pas non plus se passer comme ça. Il doit exister des moyens, et la pédagogie doit en être un pour qu'il y ait une vraie complicité, parce que le football n'est gagnant que si il est bien arbitré et si l'arbitrage est bien respecté par les joueurs. Si l'un des deux ne fait pas son travail, c'est les deux critères qui vont être déficients, l'arbitrage et le football, les joueurs français dans le football, et puis bien évidemment le football français. Il ne manque pas grand-chose, hein. Très honnêtement. Moi, j'ai discuté avec quelques joueurs, notamment des capitaines, qui te disent il faut filmer. qui te disent Il faut enregistrer les conversations. qui te disent on peut pas leur parler. Comme au rugby. On peut pas leur parler. Et je sens que le joueur, quand il me disait ça, il était en train de me dire que si le mec, il lui explique, tout simplement, en lui parlant de manière courtoise, ça va bien se passer en fait. Et si effectivement, comme au rugby, tu mets les micros, je pense que ça va régler pas mal de problèmes. Ça va peut-être calmer quelques égos d'arbitre. Parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a que les joueurs qui parlent mal aux arbitres. Bien sûr. Parce que là, on est dans l'erreur. Ça a toujours été. Mais
Michel on est un peu de la même génération, même s'il est beaucoup plus vieux que moi. Nous, on a connu. Ça se voit. On a connu les arbitres et avant la génération de Pascal. Nous, on a connu les Wurtz, Vautreau et compagnie, qui étaient des arbitres complètement différents parce que, par exemple, parle un peu dans le micro parce que là Michel Vautreau, quand il arrivait au stade, il connaissait les emmerdeurs des deux équipes. Et avant le match, il les convoquait. Il leur disait voilà, vous marchez sur les pompes, ça va durer 2 minutes. Ok ? On est d'accord ? T'es d'accord ? Je suis d'accord. Ok ? J'arbitre, vous jouez. Il y a un problème, on en discute. Mais vous venez pas systématiquement. Et il y avait rarement des problèmes. Très rarement. Wurtz, c'était très théâtral. Les Alsaciens lui parlaient en alsacien et tout. Et il les a toujours bien arrangés à l'arbitrage, ça on le savait. Mais ils avaient ce comportement où on discutait. Et moi j'ai eu la chance, moi j'ai travaillé avec 2 présidents. J'ai eu la chance de travailler avec Bez, il parlait jamais aux arbitres. C'était un truc, ça va faire rire Pascal. Tous les nouveaux joueurs qui arrivaient au Girondins de Bordeaux, en début de saison, il leur disait, c'est simple, il disait, la personne qui prend des cartons jaunes pour discussion avec l'arbitre, c'est tant d'amendes. Vous vous battez, vous défendez le maillot et tout, je vous défendrai toujours. L'arbitre, vous me le laissez tranquille. Ok ? Eux sont là pour arbitrer, vous êtes là pour jouer. Et il allait jamais voir les arbitres. J'en ai eu une autre à Nantes. Au bout de 2 minutes et demie, il gueulait au scandale, il tapait dans les portes des arbitres et tout. Donc c'est compliqué aussi. Monsieur Kitaï. Voilà, c'est compliqué. Donc il y a ça, mais c'est pas la même époque. Pas les mêmes dirigeants. Je pense qu'à une certaine époque, même si Tapi était très interventionniste, mais un mec comme Campora, il discutait pas avec les arbitres. Même Borelli, il discutait pas. C'était pas tout à fait la même chose. Et maintenant, les arbitres d'abord sont beaucoup mieux payés qu'il y a 25 ans. Ils gagnent énormément d'argent, il faut le savoir. C'est devenu une caste. Et comme il le disait, on peut plus leur parler, mais parce qu'ils ont à la tête un mec qui s'appelle Garibian qui leur dit vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, parce que il y a pas que des cons dans l'arbitrage, il y a des mecs qui ont du talent. Et quand vous avez un petit peu arbitré, même moi je me suis amusé à arbitrer des matchs de jeunes, c'est compliqué, hein. Croyez-moi, c'est compliqué. Il Hein. y a des mecs C'est bien, très il y a des compliqué. arbitres très bien, mais le problème qu'il y a, c'est que c'est une promotion qui est pas bonne, puisque je sais pas si les gens le savent, mais il y a des promotions, il y a des montées, il y a des descentes bien aussi sûr. pour les arbitres. Et moi qui suis particulièrement le championnat de Ligue 2, C'est catastrophique. j'ai vu les arbitres qui sont montés en Ligue 1, c'était les pires de Ligue 2. C'était ceux à qui on pouvait pas parler, alors que un mec comme Bartomeu Varela qui est en fin de carrière certes, mais le message passait bien avec les joueurs. Tous les matchs que j'ai vus arbitrés par lui, ça passait bien parce qu'il s'adressait aux joueurs correctement, ça passait bien. Le système de tous les plus mauvais de Ligue 2, tous les CRS de Ligue 2 ils sont montés en Ligue 1. On parle de l'arbitrage, on parle pas du tout de la VAR pour savoir si. Ah, mais si tu veux parler de la VAR, Michel, tu vas, simplement, vas-y. Je voulais avoir l'avis de. Moi, la VAR, j'étais plutôt vrais pour spécialistes. personnellement à la base. Ouais. Hein. Parce que je trouvais qu'il y avait. Enfin, moi, je fais partie Et de la maintenant génération où, si tu veux, Bordeaux, on se faisait fréquemment mettre le fion dans les années 2010 par Lyon. Donc, à l'époque, j'étais pour la VAR. C'est vrai que, expérience faisante, c'est plus compliqué. Moi, je suis pour. Je pense que ça règle pas mal de problèmes, mais des fois, les arbitres hésitent. Je trouve que la VAR, ça t'apprend un truc, c'est que des fois, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire qu'on parlait, monsieur le DJ du Florida, pour ne pas le citer, on parlait de la main qu'il y a eu dimanche à la surface de réparation à Marseille. Et je lisais, personne n'est d'accord. On en parlait avec Steve Dolon, un très très grand joueur de foot des années 50, et avec Gilles. Ils étaient tranquillement en train de s'engueuler tous les deux, parce qu'évidemment aucun des deux était d'accord, mais j'ai vu une intervention de Johan Mikou qui explique que lui il trouve que c'est pas normal qu'on n'aille pas voir la VAR. Toi, tu nous expliquais pendant qu'on regardait les matchs que il y avait rien quoi en fait sur cette main-là. Non, C'était pas. il n'y a pas d'intention de mettre la main. La main est le long du corps à sa place. Il n'y a pas une augmentation corporelle. Donc Donc non, tu vois, voilà. t'as vu 4 personnes, 4 professionnels. Bien sûr. Enfin, 4 professionnels. Et Steve Dolon. là-dessus, il faut Et, arbitrer. Il faut savoir aussi que Mais là-dessus, il faut arbitrer. Et il faut Et prendre la bonne décision. Et il faut prendre la Et ben, décision. c'est ça. Donc en fait, même avec la VAR, qu'est-ce que tu veux faire en fait? Elle est pas faut bonne. savoir que l'arbitre de VAR, il n'est pas là pour sur une décision qui est litigieuse comme ça. Est-ce qu'il y a main, est-ce qu'il n'y a pas main? On ne sait pas trop. L'arbitre qui est dans le camion VAR, il n'est pas là pour dire à l'arbitre il y a main, il y a main. Et il est là pour lui signaler S'il y a quelque chose. seulement s'il a fait une erreur flagrante. Et là,
c'est pas le cas, Ouais, a c'est priori. compliqué. Et pourquoi ça prend 4 minutes? Explique-moi pourquoi ça prend 4 minutes. Là, en l'occurrence, ça sur a le pas pris... ralenti, n'importe quel spectateur Là, en l'occurrence, ça a pas peut pris 4 voir s'il minutes. y a main ou il n'y a pas main. Et ils n'ont pas bougé là. Là, Sachant ça a que- pas pris sachant 4 que minutes parce que Ouais, là, ils sont- le ils jeu sont le jeu a carrément pas allés voir, continué. t'as vu. Le jeu a continué, mais pendant que le jeu continuait, j'imagine que les arbitres VAR, ils n'étaient pas comme dans la pub en train de manger des burgers. Ils ont dû regarder toutes les images et ils n'ont pas arrêté le jeu parce qu'ils n'ont pas réussi eux-mêmes dans le bus à se mettre d'accord, je pense. Question du public, une dernière ou pas? Non, mais il faut bien connaître le règlement. La VAR n'intervient pas sur tout le terrain. C'est l'erreur que fait tout le monde. C'est ils pensent qu'il y a une faute un peu n'importe où. Et pourquoi la VAR, il faut regarder là. Donc à ce moment-là, la VAR, c'est systématiquement. Moi, je suis contre la VAR. J'ai toujours été contre. Après, je peux comprendre qu'on soit pour. Je peux comprendre qu'on me dise que c'est un truc. Moi, je suis un vieux con. Je considère que le rugby, c'est un sport de séquence. Et le foot, c'est un sport d'animation. Donc, un sport d'animation, on n'arrête pas toutes les 2 minutes l'animation. Mais c'est mon avis. Ça n'engage que moi. Je suis bien d'accord que quelquefois, la VAR, ça rend service. La VAR, ça apporte un truc. Mais on fait que discuter de la VAR. On discute plus de football. Donc, on est constamment dans un truc. Et pourquoi la VAR? En plus, il faut bien regarder le règlement de la VAR. Quand c'est que la VAR doit intervenir? Et ils n'interviennent pas tout moment, tout terrain, 90 minutes. Nico? C'est pas vrai. Pour finir, on peut faire un parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au micro. Ça existe dans le rugby, puisque la VAR, elle existe dans le rugby. L'arbitre, il regarde les images et il explique dans le micro. Ah oui, depuis dans le stade. Il y a essai, il n'y a pas essai. Lui, il a fait faute. Je pense qu'il suffit de faire ça aussi. Plus de pédagogie. Je pense que si l'arbitre a le moyen d'expliquer pourquoi il a pris telle décision avec la VAR et compagnie, c'est réglé. Bien. Pascal, je profite que tu sois là. Est-ce que tu peux nous donner à peu près la composition de l'équipe quand tu es champion d'Angleterre pour que les gens sachent bien avec qui tu jouais? Dans les buts, il y avait ou Jens Lehmann ou David Seaman, international anglais et allemand. Arrière gauche, Ashley Cole, international anglais. Dans l'axe, Sol Campbell, Martin Keown ou Kolo Touré. À droite, Lorraine, camerounais. Milieu de terrain, Patrick Vieira, Gilberto Silva, international brésilien et français. Côté gauche, côté droit, Frédéric Lundberg, ailier droit. Côté gauche, Robert Pires. Numéro 10, Denis Bergkamp et avant-centre, Thierry Henry. Alors, ça, c'est les joueurs avec qui tu as joué. Voilà. Et Les sur le banc, j'avais Francis Jeffers, international anglais. J'avais Sylvain Wiltord, international français. J'avais Kanou, international nigérien. Bien sûr. Voilà, j'avais que des internationaux. Et on est d'accord qu'en face de toi, ces années-là, tu as Scholes, Gérard, Giggs, Beckham, entre autres. Owen. Oui, Owen. Owen, Owen, j'ai dû rencontrer Owen aussi. En Espagne, tu as joué contre Messi, tu as joué contre tout Iniesta, Xavi. J'ai joué aussi contre Cristiano. Tu as joué contre Cristiano aussi? Ouais. Une petite anecdote. Alors, à la comédienne, tu as découpé, lui. Alors justement, je lui arrache. Alors, c'est arrivé, mais arrête de spolier, laisse-moi le raconter. Donc, on va débuter la semaine et Ashley Cole se blesse le lundi à l'entraînement. Ashley Cole, l'arrière gauche. Et moi, j'ai débuté arrière gauche dans le foot, mais je suis vite passé dans l'axe avec Vaïd qui m'a recentré dans l'axe, etc. Derrière. T'as eu Vaïd comme entraîneur. Ça doit être quelque chose. J'ai encore mal au cul un peu. Mais elle est si grosse que ça? Le fouet, hein, madame. Que le fouet. Et la cravache. Donc, c'est très ex-URSS. C'est ça. Donc Ashley Cole se blesse et on rencontre du samedi prochain Manchester United à domicile. Donc le gros match de l'année pour nous, Arsenal. Donc c'est toi titulaire. Donc Arsène me dit dès lundi soir, prépare-toi, tu vas jouer arrière gauche. Ok, super. Donc conférence de presse mardi soir après l'entraînement de l'après-midi à Arsenal. Et là, il annonce au public, aux journalistes, que je vais remplacer Ashley Cole. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi matin, je me fais pourrir dans les journaux. Comme quoi, je vais affronter Cristiano Ronaldo. Le Cristiano qui faisait les feintes statiques, qui servait à l'époque à rien du tout. Donc je prends un feu incroyable. Arsenal va perdre à cause de Pascal Sigan qui va être au marquage de Cristiano.
Et puis le match, on fait 0-0. J'ai pris mon carton jaune, hein, bien sûr. Le ballon est passé une seule fois, je prends jaune, Cristiano n'est pas passé. Mais mon match a été maîtrisé, Cristiano a été plus ou moins maîtrisé. Bon, j'ai bien été aidé par Freddy Lundberg, mais voilà, c'était plutôt bien déroulé. Bon, justement, quand on a joué en face ou avec tous ces grands joueurs-là, que ce soit en Espagne ou en Angleterre, si tu dois me citer un ou deux joueurs que tu retiens par-dessus tout, qui sont très au-dessus de tout ce que tu as vu. Dennis Bergkamp. Ouais, il y a les hommes et puis il y a les joueurs de foot. Les hommes, je te dirais Jens Lehmann et Dennis Bergkamp, par exemple, à Arsenal, ceux que j'ai. Diego Forlán aussi à Villarreal. Diego Forlán, ouais, putain, un grand joueur lui aussi. Ouais. Les joueurs, Thierry Henry, c'est phénoménal. Il sait tout faire, il marque des buts dans toutes les positions. J'ai encore une anecdote si ça t'intéresse, rigolote, que je suis pas venu pour rien. Une anecdote Thierry Henry aussi. T'as découpé Thierry Henry? Non, mais là, on joue contre West Ham à domicile, on gagne 4-1 et je mets le premier but. Donc bon, le speaker prend le machin, but de Pascal Sigan. Ouais, t'en as manqué quoi, une dizaine dans ta carrière? Ouais, un peu moins. Ouais. Vas-y. Donc, premier but, ok, on est content, je suis congratulé par les copains, le public applaudit 15 secondes et puis le jeu reprend. On marque le deuxième but et là Thierry Henry marque le but. Donc là le speaker prend le micro, prend l'intention, il y a un silence. Thierry Henry qui se rapprochait à 5 ou 6 longueurs du record de Ian Wright de but à Arsenal. Donc le speaker et but de Thierry. Et puis là le scandale, pendant 3 minutes ça applaudit, on se congratule. Thierry il fait signe à tout le monde, machin, il va se rapprocher, il va le battre. Ok. On continue, on fait 3-0, Thierry Henry met un doublé, et puis là, ça y est, plus que 3 buts ou 2 buts, et puis Thierry Henry va battre le record de Ian Wright. Je mets le 4e, et puis là, le speaker, au moment où je suis en train d'être congratulé, je me souviens, c'est Pat Vieira qui est là, et puis qui m'explique, et puis qui me dit, je vais d'abord raconter le truc, c'est que le speaker m'annonce comme buteur et puis il balance en anglais et j'ai pas entendu, et j'ai pas compris et pas entendu puisque je suis en train d'être enlacé et puis dans l'euphorie du but que Pascal Sigan a 187 buts de record de Ian Wright. Et là, les 40 000 personnes d'Highbury commencent à rigoler. Puis donc je suis en train de congratuler par Patrick. Et puis là, il se marre aussi parce que lui, il avait entendu et compris. Et puis il me dit, putain, t'es en train de te faire chambrer par le speaker. Ouais. Parce que t'es à domicile. C'est ça. Tu ne dis pas à l'extérieur en plus. D'accord. Okay. Très bien. Les amis, on va conclure. Gilles, une dernière anecdote peut-être pour celle que tu as envie. Tu m'as parlé tellement de choses, je sais pas, de Bernard Tapie, de Giresse, de tout ce que... Ouh là là, pas Tapie s'il te plaît. Pas Tapie. Pourquoi t'aimes pas Bernard Tapie, toi? Je l'adore. Ah. Moi, je l'adore. Très bien. Bon, après, c'est ses actions qui sont un peu... c'est... Dans tout ce que tu as, je sais pas, dans tous les transferts que tu as fait, dans toutes les histoires qu'il y a eu... Ah non, il faut que tu me racontes un truc incroyable. Ah. Est-ce que tu peux nous expliquer, Gilles, pourquoi le stade des Girondins de Bordeaux, l'ancien stade, celui qu'on appelait l'Escure puis Chabandelmas, le vrai stade, exactement, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a 33 000 places, mais que le record de vente de billets est de 38 500. 41 500, pardon, s'il te plaît. On minimise pas les records. Attends, écoute bien. Quand il me dit ça, il faut savoir, monsieur Lam, c'est marqué sur Wikipédia. Donc c'est sûr, tu vois, qu'il y a vraiment eu ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce record? Tu veux vraiment que je reste ici, que je peux plus rentrer en France? Il y a prescription. Il y a prescription. Je sais pas s'il y a prescription. Bah oui, c'était au mois de mars 85. C'était le match retour des Girondins de Bordeaux contre la Juve. On avait perdu 3-0. À la Juve, où on s'était bien fait enfumer par l'arbitrage, parce qu'on parlait de l'arbitrage tout à l'heure, mais quand vous alliez en Italie, vous perdiez tu sortais des vestiaires, tu avais perdu 1-0 déjà. Donc, mais ça, on le savait, nous. On connaissait ce genre de choses. Et Girondins de Bordeaux, c'est le début. Il faut savoir ce que c'est que les années 85. On n'est pas médiatisé comme on est maintenant. C'est le début de Canal+. Ils achètent énormément. Ils mettent le match en clair sur Canal+. Donc il y a une effervescence terrible à Bordeaux. Et il y a effectivement 33 000 places. Et bon, j'étais maître d'œuvre. Je faisais ce que je voulais à ce niveau-là. Bez n'était pas du tout interventionniste. S'en occupait pas. Et j'avais tellement de demandes
que j'ai inventé un truc, j'ai fait des billets escaliers. Donc, t'as vendu des places escaliers. J'ai vendu des places. Je peux vous dire, non mais là je suis sérieux. Je le referai plus du tout parce qu'après il y a eu le Yezel et après il y a eu Bastia. Oui, bien c'est un sûr. truc que je ferai pas, que je ferai plus. Mais Michel, c'était avant tout ça. c'était en 85. Mais Michel qui connaît bien le stade, j'avais fait aussi des billets tours. Il y a 4 tours à l'Escure, aux 4 coins du terrain. J'avais vendu aussi les tours. Et j'ai mis 41 000 personnes dans un stade qui en contenait 33 000. Voilà. Et c'est marqué partout. On peut applaudir, s'il vous plaît, messieurs, dames, l'exploit de Gilles. Je suis quand pas. Michel, une dernière anecdote, je Ouais. crois. Une petite anecdote sur Roland Garros. J'ai commenté les 3 victoires de la France en Coupe Davis. Il y en a eu 4, mais enfin, j'en ai commenté 3. Attends, Et- t'as commenté. T'as commencé celle de Attends, 1928 ou pas, Non, quand il y non, avait les non, mousquetaires? non, ouais. Non, mais attends, est-ce que t'as commenté celle de 2001 ou tu commentais plus? Ah, non, En bien Australie, sûr. 2001, tu commentais. J'ai T'y es commenté là-bas Hein, bien Lyon, sûr, 91, Ça bien sûr. doit être incroyable. 91 91, 96, 2001, tous les 5 ans. Oui. et 1928. Mais mon anecdote, c'est à Roland Garros, l'arbitre d'un match, Bruno Rebeu, il a commenté, il a arbitré 5 finales. Et la réalisatrice, c'est Françoise Boulin, la femme de Thierry Roland. On a d'ailleurs fait un hommage à Thierry qui est pour le 10 ans. 10e anniversaire de sa mort, de le sa 16 juin. disparition. Voilà. Donc Françoise Boulin réalise et je lui dis, Françoise, s'il te plaît, maintenant je te demande de faire un gros plan sur Bruno Rebeu. Elle me dit, il n'y a aucun problème, Michel. Et elle est en gros plan, un changement de côté. Et qu'est-ce qu'on voit Bruno Rebeu en train de se passer la main dans les cheveux. Et je dis, généralement, quand il passe la main dans les cheveux, tout de suite après, il va toucher la cravate. Et tout de suite après, Bruno Rebeu fait ça. Et je dis, et généralement, après la cravate, il va regarder l'heure. Et Bruno Rebeu fait ça. Enfin, je cite 5 trucs incroyables. Maniaque que tu connais. Oui, bah, évidemment, je m'étais mis d'accord avec Bruno Rebeu, personnel. Souvenir extraordinaire. Parenthèse, toi Vraiment. qui as commenté aussi longtemps, des commentateurs, il y en a eu beaucoup. Tu en as vu passer, que ce soit sur les chaînes avec lesquelles tu commentais, ceux avec qui tu as travaillé, puis aussi les autres groupes, TF1, Canal+, etc. Si tu dois retenir un seul des commentateurs que tu as entendu ou avec lequel tu as travaillé, le meilleur peut-être, je sais pas, celui. Parce qu'on parle souvent de Thierry Roland, Jean-Michel Larquet, toi, Thierry Gilardi, malheureusement. Mais chacun avait sa personnalité. Donc Thierry, il regardait avec ses jumelles toujours, sans bien connaître le foot. Ils s'en foutaient complètement. Gilardi ça. était très bon. Oui, Thierry, tu sais, quand il allait commenter les matchs, il y avait l'aéroport, le stade, et c'est tout. Et l'hôtel. Et l'hôtel. Il n'est jamais amusé. Jamais. Gilardi, tu disais, ouais. Hein Ah, Gilardi, oui. Oui, Gilardi, excellent. Excellent, Très bon, Gilardi. très bon commentateur, vraiment. Ouais. Et les consultants, moi j'ai eu la chance de commenter avec Roger Piantoni, qui a été le premier consultant de la télévision. Roger Piantoni, très bon. Et puis avec moi en tennis, Jean-Paul Lotte, qui était remarquable, Yannick Noah, voilà, et plein d'autres. C'est que nous, finalement, on t'a écouté tous, je pense, en passant notre bac. Oui, bien sûr. Ouais, mais vous avez réussi, grâce à moi. La deuxième fois. On en restera là. Bon, messieurs, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions et à toutes ces anecdotes. Je vous l'avais promis, avant la fin de l'émission, où je fais gagner un ticket pour le Monday Circus au Club Circus Paris d'une valeur de 170 €. Il vous suffit d'écrire en commentaire « Allez, l'OM !» Bravo. Merci. Et si vous êtes parisien, il vous suffit de mettre en dessous Turpin avait raison. Messieurs, dames, on était au Florida Poker Tour. Je vais vous demander d'applaudir monsieur Michel Drey, monsieur Nico Méral, monsieur Pascal Sigan et la bibliothèque du football et des anecdotes, monsieur Gilles Favard. Merci. C'était Loïc, c'était Trash Talk. On se retrouve très bientôt pour une émission. Ciao, ciao, ciao.